Bonjour, et bienvenue à la... Maintenant, on a fini la séquence historique, on est arrivé jusqu'au XXe siècle, et donc on commence les cours sur Notion, assez tard dans l'année. Et donc, comme promis, suite au sondage que j'avais fait au début du second semestre, on va commencer par un cours sur la notion de l'amour. Donc, ça va être une courte introduction à ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie de l'amour, parce que, oui, c'est un champ de recherche, il y a un champ de recherche en philosophie qui est centré sur la question de l'amour, et donc c'est la philosophie de l'amour, et donc je vais aborder juste quelques questions propres à ce champ, tout en revisitant certains auteurs qu'on a pu voir au cours de l'année. Ça nous donnera une occasion d'en reparler. Donc voilà, dans la séance, je vais traiter brièvement de 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que l'amour? La seconde, c'est faut-il aimer? Ou y a-t-il des raisons pratiques d'aimer? Et la troisième, c'est l'amour est-il rationnel? Peut-on aimer quelqu'un pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Alors, quelques références pour ceux qui voudraient lire quelque chose après ce cours qui seraient intéressés. Donc la philosophie de l'amour, comme j'ai dit, c'est un champ de la philosophie. On y trouve un certain nombre d'articles et d'œuvres. En français, il y a moins de choses, comme d'habitude. Mais 2 livres que je peux conseiller, qui ont été publiés dans les dernières années, qui sont assez récents. Il y a d'un côté Philosopher ou faire l'amour de Ruven Augien, qui est très construit d'un point de vue un peu sceptique sur les bienfaits de l'amour, le fait que l'amour c'est sacré, c'est la plus belle chose, donc c'est un petit côté un petit peu ironique, sceptique, qui est assez agréable à lire, vous pouvez y aller. Et il y a L'amour de Ronald de Souza, qui est une traduction en français d'un livre paru en anglais, qui est une courte introduction à la philosophie de l'amour, mais qui intègre aussi des éléments de psychologie, biologie, sociologie, donc un point de vue un peu plus interdisciplinaire sur l'amour. Et Ronald de Souza, c'est quelqu'un qui est aussi un défenseur très convaincu de ce qu'on appelle le polyamour. Donc le livre termine sur une défense du fait qu'on peut aimer de façon romantique plus d'une personne. Donc ça, c'est plus si ce sujet-là vous intéresse, c'est ce livre-là qu'il faut aller consulter. Voilà, donc de toute façon, les 2 livres se lisent très bien, ils sont assez courts. Donc si vous intéresse, je vous encourage à les consulter. Alors, première question, qu'est-ce que l'amour? Puisqu'on va parler de l'amour. Le problème, c'est que le mot amour et le verbe aimer semblent recouvrir des réalités très différentes. Je vais donner un ensemble de phrases et on peut se demander si le mot aimer a le même sens dans dans toutes ces phrases. Par exemple, si je dis j'aime le chocolat, ok. Si je dis les Suisses aiment le chocolat, si je dis que Oscar Freisinger aime son pays, si je dis que Superman aime la liberté et la justice, si je dis que Rémi sans famille aime ses amis, et si je dis que Médée aime ses enfants ou que Roméo aime Juliette, est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun au moins à toutes ces acceptions du mot? Est-ce que toutes ces façons d'aimer peuvent être réduites au moins à une grande catégorie de laquelle on peut donner une définition? Alors, première réponse possible, oui, il y a un sens du mot aimer qui serait commun à toutes ces locutions. Et c'est ce que propose Spinoza au livre 3 de l'éthique. Il propose une conception de l'amour qui est tellement large qu'elle peut potentiellement inclure toutes les phrases que j'ai présentées juste avant. Alors, du coup, je vais vous parler de l'éthique. Donc, on n'a pas beaucoup vu Spinoza pendant l'année. J'en ai parlé très brièvement quand on a parlé des problèmes que les cartésiens rencontraient pour le rapport entre le corps et l'esprit. Donc, rappelez-vous, Spinoza, c'est celui qui prend comme solution l'idée selon laquelle il n'existe pas 2 substances qui sont l'âme et le corps, il n'existe qu'une seule substance qui est Dieu, et l'âme et le corps sont juste des modifications qui interviennent en parallèle de cette substance unique. Et donc le grand œuvre de Spinoza, c'est le livre qui s'appelle L'éthique, qui est écrit vraiment sous une forme déductive, avec des principes, des axiomes, des scolies, tout est déduit à partir d'un certain nombre de définitions. Et le plan de l'éthique, c'est le suivant. Un premier livre sur Dieu, un second livre sur la nature et l'origine de l'âme, un troisième livre qui va nous intéresser sur l'origine et la nature des affects, c'est-à-dire des phénomènes affectifs, des émotions, des désirs qui perturbent l'âme, un livre sur la servitude humaine, car une des grandes thèses de Spinoza, contrairement à Descartes ou à d'autres, c'est de dire que l'homme n'est pas un empire dans un empire, c'est-à-dire que l'homme n'est pas libre dans un monde qui est soumis au déterminisme, il n'est pas à part, il fait partie du monde et en tant que tel, il est soumis à un certain déterminisme, les affects qui le dirigent d'une certaine façon, donc c'est la servitude humaine, mais l'éthique se finit sur un livre sur la puissance de l'entendement ou la liberté humaine, où Spinoza essaie de dire que même si on est régi par des forces, qui sont nos désirs, nos affects, de façon déterministe, l'homme est capable de comprendre par son entendement ce déterminisme et donc de composer avec le déterminisme, d'essayer de jouer avec. Et donc il y a
d'une certaine sorte une forme de liberté humaine qui est possible grâce au développement de la compréhension des mécanismes qui nous régulent, même si cette liberté n'est pas celle qui nous permettrait de nous affranchir des lois de la nature. C'est la liberté qui consiste à mieux comprendre les lois de la nature qui nous dirigent pour réussir à composer avec. Donc voilà, au livre 3, Spinoza donc traite des affects et va donner plusieurs définitions de phénomènes comme la joie, la tristesse et le désir. Et voici quelques extraits. Alors, une thèse célèbre de Spinoza, c'est la suivante. Proposition 6. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Proposition 7. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien en dehors de l'essence actuelle de cette chose. Donc ça, c'est une des thèses principales de Spinoza, c'est ce qu'on appelle le conatus. C'est l'idée que à l'intérieur, chaque chose est animée d'un mouvement interne où elle essaye de déployer son être le plus possible, de persévérer dans son être. De la même façon que la plante essaye de devenir une plante et pousse, c'est sa tendance naturelle, chaque être s'efforce de devenir ce qu'il est. C'est un mouvement interne à chaque être. Proposition 11. Si quelque chose augmente ou diminue, seconde ou réduit la puissance d'agir de notre corps, l'idée de cette chose augmente ou diminue, seconde ou réduit la puissance de notre âme. Donc voilà. Donc chez Spinoza, tout ce qui se passe dans l'âme n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans le corps, et du coup, persévérer dans notre être, pour nous, c'est chercher à développer, à maintenir l'existence du corps et donc de l'âme. Donc c'est ça qui va donner une place aux affects. L'affect, ça va être le signe que quelque chose donne de la puissance ou réduit la puissance de notre corps et donc de notre âme. Voilà ce que dit Spinoza. Nous avons donc vu que l'âme est sujette, quand elle est passive, à de grands changements, et passe tantôt à une perfection plus grande, quand elle arrive à accomplir son être, tantôt à une moindre, quand elle n'arrive pas à accomplir son être. Et ces passions nous expliquent les affections de la joie et de la tristesse. Par joie, j'entendrai donc, par la suite, une passion par laquelle l'âme passe à une perfection plus grande, par tristesse, une passion par laquelle elle passe à une perfection moindre. J'appelle en outre l'affection de la joie rapportée à la fois à l'âme et au corps, chatouillement ou gaieté, celle de la tristesse, douleur ou mélancolie. Il faut noter toutefois que le chatouillement et la douleur se rapportent à l'homme quand une partie de lui est affectée plus que les autres, la gaieté et la mélancolie quand toutes les parties sont également affectées. Pour le désir, j'ai expliqué ce que c'est dans le Scoli de la proposition 9. Et je ne reconnais aucune affection primitive outre ces trois. Donc tous les mouvements de l'âme, toutes les passions, toutes les émotions vont être expliquées à partir de trois choses qui sont d'un côté la joie et de l'autre la tristesse. La joie, c'est ce qui se produit en nous quand nous sommes affectés d'une façon qui augmente notre pouvoir, qui nous rend plus capables de persévérer dans notre être et d'être plus parfaits. La tristesse, c'est la passion qui est excitée en nous par le fait que notre pouvoir, notre puissance diminue et nous sommes moins capables d'atteindre la perfection. Et le désir, c'est le fait de vouloir d'agir de sorte à chercher ce qui produit de la joie et d'agir de façon à éviter ce qui produit la tristesse. Voilà. Et du coup, à partir de là, on va avoir une définition de l'amour selon Spinoza. Nous connaissons clairement par là ce qu'est l'amour et ce qu'est la haine. L'amour, dis-je, n'est autre chose qu'une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, et la haine n'est autre chose qu'une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Donc voilà, l'idée c'est la suivante, c'est que la joie et la tristesse, c'est ce qui est provoqué quand les choses agissent directement sur nous, mais nous pouvons penser aux choses, nous pouvons anticiper, nous avons la capacité de penser aux choses même quand elles ne sont pas présentes, c'est un peu le principe de la pensée. Donc par exemple, si je pense à un objet qui est capable de provoquer de la joie quand il est présent, je vais avoir une passion qui est l'amour. L'amour, c'est juste penser à quelque chose en se disant que ça peut m'apporter de la joie, en ressentant de la joie en y pensant. Et à l'inverse, quand je pense à quelque chose qui peut accompagner de la tristesse, eh ben le fait d'y penser cause une tristesse, mais cette tristesse, c'est la haine, parce que c'est une tristesse qui est juste provoquée par l'idée que cette chose-là pourrait me causer une tristesse. Voilà. Donc en gros, c'est un mouvement, c'est un affect positif ou un affect négatif qui est causé par le fait de penser à un objet, en fait d'anticiper l'expérience d'un objet. Donc l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que c'est ce que je ressens, l'affect positif que je ressens en pensant à un objet qui pourrait produire de la joie. Nous voyons en outre que celui qui aime s'efforce nécessairement d'avoir présente et de conserver la chose qu'il aime, et au contraire, celui qui hait s'efforce d'écarter, de détruire la chose qu'il a en haine, mais il sera traité plus amplement de tout cela par la suite. Donc voilà.
Vraiment, l'idée est vraiment très simple, c'est qu'il y a des choses qui provoquent en moi la joie, il y a des choses qui provoquent en moi la tristesse, et je peux penser à ces choses-là même quand elles ne sont pas présentes. Les choses qui provoquent de la joie quand elles sont présentes, je ressens aussi de la joie quand j'y pense, quand j'anticipe le futur, et le fait de ressentir de la joie à chaque fois que je pense à un objet, c'est ça l'amour. Voilà, donc l'amour est une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Explication, cette définition explique assez clairement l'essence de l'amour. Pour celle des auteurs qui définissent l'amour comme la volonté qu'a l'amant de se joindre à la chose aimée, elle n'exprime pas l'essence de l'amour mais sa propriété, et n'ayant pas assez bien vu l'essence de l'amour, ces auteurs n'ont pu avoir non plus aucun concept clair de sa propriété. Ainsi est-il arrivé que leur définition a été jugée extrêmement obscure par tous. Il faut observer toutefois qu'en disant que cette propriété consiste dans la volonté qu'a l'amant de se joindre à la chose aimée, je n'entends point par volonté un consentement ou une délibération, c'est-à-dire un libre décret, non pas même un désir de se joindre à la chose aimée quand elle est absente ou de persévérer dans sa présence quand elle est là. L'amour peut se concevoir en effet sans l'un ou l'autre de ses désirs, mais par volonté j'entends le contentement qui est dans l'amant à cause de la présence de la chose aimée, contentement par où la joie de l'amant est fortifiée ou au moins alimentée. Donc vraiment l'amour, c'est une définition ici qui n'est pas en termes de désir, mais c'est une définition en termes d'affect. L'amour, c'est ressentir de la joie en pensant à quelque chose. Alors, il y a plusieurs objections qu'on peut faire à la définition de Spinoza. Je vais parler d'une première objection qui n'est pas forcément très satisfaisante, mais ça me donne l'occasion de préciser certaines choses sur l'amour. C'est la question de la temporalité. Une des raisons pour laquelle on pourrait penser que la définition de Spinoza n'est pas bonne, hein, la définition selon laquelle l'amour c'est une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure, c'est qu'elle définit l'amour comme un affect, hein, comme quelque chose qu'on ressent, hein, ou comme une émotion. Et il y a pas mal d'arguments qui ont été proposés dans la littérature pour dire que l'amour ne peut pas être une émotion. Hein. Par exemple, si on prend l'amour romantique, malgré le fait qu'on aurait très envie naïvement de ranger ça dans la catégorie des émotions, il n'y a pas grand monde qui défendrait l'idée selon laquelle l'amour est une émotion en philosophie des émotions. Pourquoi ? Pour deux arguments. L'une, c'est que les émotions, hein, quand on ressent une émotion, selon les philosophes, ça a deux propriétés. Les émotions, c'est quelque chose qu'on ressent. Hein. Voilà, si on dit, voilà, j'ai peur, mais je ressens rien, on pourrait dire, voilà, mais j'ai pas vraiment peur. Hein. La peur, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent. À l'inverse, non, pas l'inverse. De plus, les émotions sont quelque chose qui sont limitées dans le temps. Vu que c'est quelque chose que je ressens, à partir du moment où je ressens plus cette émotion, j'ai plus cette émotion, donc sa durée est limitée par la durée de mon ressenti. À partir du moment où je ressens une autre émotion, où mon attention est dirigée autre part, je ne ressens pas cette émotion. Par exemple, la peur, je la ressens, puis elle disparaît un petit moment. Or, l'amour, il semble qu'il n'a pas ces propriétés-là. Hein. Il semble qu'il continue d'exister quand elle n'est pas ressentie. Par exemple, si je vous dis, voilà, j'aime ma femme, et qu'à un moment donné, voilà, je dors d'un sommeil très profond et je ne ressens rien. Hein, voilà. Est-ce que dans ce moment-là, il faut dire que chaque fois que je dors, j'arrête d'aimer ma femme et je recommence à aimer ma femme le moment venu? Ça paraît étrange parce que ça voudrait dire que si vous demandez est-ce que Johnny aime sa femme, la personne pourrait dire je sais pas parce que il faut d'abord, je sais pas s'il est en train de dormir ou pas. Je peux pas te jurer qu'il aime sa femme parce que là il est en train, ça se trouve il est en train de dormir donc du coup il est peut-être pas en train de l'aimer quoi. Non, il semble qu'on peut dire qu'une personne, quand j'aime une personne, je l'aime tout le temps. Hein. Même si je suis pas en train de penser à elle, même si je suis pas en train de ressentir quelque chose. L'amour, c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est pas quelque chose qui s'arrête dès que je suis plus en train de penser à la personne, ou dès que je suis en train de dormir ou de penser à autre chose. Voilà. Donc il semble qu'il y a une différence entre l'amour et le fait de ressentir une émotion. Hein. De la même façon, quand la haine, quand on est quelqu'un, on peut dire voilà, je déteste cette personne, et c'est pas quand j'arrête de penser à elle, j'arrête pas de la détester pour autant. Je la déteste tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et l'autre, c'est que, en fait, on dit que l'amour est une émotion, mais comment est-ce que c'est ressenti, l'amour ? En fait, si on regarde l'amour, ça peut se traduire dans une gamme d'émotions très différentes. Ça peut être la joie quand vous voyez la personne et que vous êtes avec elle, mais ça peut être aussi le désespoir si vous ne pouvez pas être avec cette personne. Ça peut être la haine envers les personnes qui sont envers des personnes qui tournent autour de cette personne et dont vous êtes jaloux. Donc l'amour peut se traduire dans une gamme d'émotions très différentes qui sont tant positives que négatives. Il ne semble pas qu'il y ait un sentiment amoureux qui puisse être décrit comme ayant des propriétés stables. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible de définir l'amour à partir des affects ou des émotions, mais c'est que ces définitions-là vont dire plutôt que l'amour n'est pas une
n'est pas une émotion elle-même, mais l'amour, c'est une disposition à ressentir certaines émotions, à ressentir de la joie, dans certains cas, à ressentir de la tristesse dans d'autres, etc. Mais ça peut être une émotion elle-même. Donc on pourrait dire, voilà, la définition de Spinoza, elle est mauvaise parce qu'elle définit l'amour comme une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure, mais ça voudrait dire que, du coup, que j'aime pas, qu'il n'y a pas d'amour quand je suis pas en train de penser à cette chose-là. Bon, le fait, c'est que on peut très facilement sauver Spinoza en disant, oui, mais en fait, ce que veut dire Spinoza, c'est que l'amour, c'est justement la disposition à ressentir de la joie quand on pense à tel ou tel objet. Donc voilà, on peut sauver Spinoza de cette objection, mais ça permet de clarifier l'idée sur laquelle définir l'amour comme une émotion, c'est assez compliqué. Au mieux, il faut le définir comme une disposition à ressentir certaines émotions. La deuxième objection à la définition de Spinoza, c'est qu'il semblerait que l'amour peut être douloureux. Selon Spinoza, l'amour qu'on a pour une chose, elle dépend de la quantité de joie ressentie en pensant à cette chose. Quand on pense à une chose et qu'on ressent de la joie, c'est ça l'amour. Mais on peut imaginer des cas où il semblerait qu'on dit qu'on aime quelque chose alors qu'il est très, très douloureux de penser à cette chose-là. Par exemple, si vous êtes amoureux d'un amour romantique d'une personne, d'un amour très profond, mais que cette personne ne vous aime pas ou aime quelqu'un d'autre, ça peut être très douloureux à chaque fois que vous pensez à cette personne. Il peut y avoir aucun plaisir à penser à cette personne, ou en tout cas, le plaisir peut être largement écrasé par le déplaisir et la douleur qu'on ressent en pensant à cette personne. Auquel cas, pour Spinoza, il faudrait dire, voilà, mais du coup, ça veut dire qu'en fait, on déteste cette personne. Mais on voit bien que c'est pas clair. Ou par exemple, vous pouvez penser à une personne que vous aimez, une famille, une personne de votre famille, un ami, mais à qui il est arrivé quelque chose de vraiment tragique, un accident vraiment gravement handicapant, ou une personne qui est tombée dans le coma, de telle sorte qu'à chaque fois que vous pensez à cette personne, vous pensez à l'état dans lequel elle est, vous ressentez de la tristesse pour cette personne, et cette tristesse est très profonde, et donc vous ne ressentez pas spécialement de la joie en pensant à cette personne, mais est-ce que ça veut dire que du coup vous n'aimez pas cette personne? Ça paraît étrange. Donc il semble que la définition de Spinoza, elle marche pour expliquer par exemple ce que ça veut dire aimer du chocolat. Aimer du chocolat, ça veut juste dire que quand je consomme du chocolat, je ressens de la joie, et du coup quand je pense au fait que pourrais manger du chocolat, ça excite de la joie. Mais ça n'a pas l'air de marcher pour l'amour qu'on ressent pour des personnes. Donc là il y a une petite image qui montre à quel point la théorie de Spinoza est un peu étrange. C'est quelqu'un qui dit, voilà, papa, est-ce que tu m'aimes? Et là, Spinoza lui répond, bien sûr, tu es vraiment une cause extérieure dont l'idée est accompagnée par un sentiment de plaisir. Ça n'a pas l'air d'être exactement la même chose. On n'a pas l'air de dire exactement la même chose. Du coup, quelle autre bonne définition pourrait avoir de l'amour? Alors, là, je vais parler d'un autre ouvrage, plus récent, qui est The Reasons of Love, qui est un livre de Harry Frankfurt. Donc, Harry Frankfurt, c'est un philosophe analytique du XXe siècle et XXIe. J'en ai déjà parlé dans le cours sur la liberté, et c'est souvent quelqu'un qui publie ses travaux sous forme d'ouvrages assez courts et souvent assez bien écrits. Donc, c'est un philosophe que je recommande largement si vous êtes intéressé dans différentes questions. Et donc dans The Reasons of Love, Frankfurt essaye de faire une analyse de ce qu'est l'amour, mais de ce qu'est vraiment l'amour au sens large. C'est pas l'amour romantique, ça peut être l'amour de la patrie, l'amour de la justice, l'amour des livres, tout ce que vous voulez. Et l'un des points de départ de l'ouvrage, ça va être qu'il faut distinguer entre différentes formes de ce qu'on peut appeler like ou love en anglais. C'est d'un côté le désir et de l'autre le care ou le souci. Voilà, donc le plan de The Reason of Love de Frankfurt, c'est 3 parties. Le premier, c'est The Question, How Should We Live? Et donc, en fait, ce que fait Frankfurt ici, c'est discuter la place de l'amour dans la place de la vie bonne. Dans la deuxième, il discute ce que c'est que l'amour et à quel point c'est quelque chose de raisonnable. Et dans la troisième, il discute le lien entre l'amour et le fait d'avoir un soi, d'être soi-même. Et le point de départ de l'ouvrage de Frankfurt ressemble un peu à ce qu'on a vu chez Susan Wolf. L'idée est exactement la même, c'est que si on veut étudier ce qui donne son intérêt à notre vie, ce qui fait que la vie est bonne, il faut dépasser l'opposition classique entre d'un côté mes désirs égoïstes et de l'autre côté la morale. Vous vous rappelez, l'idée de Wolf, c'est qu'il faut une troisième catégorie. Frankfurt est tout à fait dans la même optique, c'est de dire que il y a des choses auxquelles on tient, il y a des choses desquelles on se soucie, qui orientent notre action, mais qui sont ni de purs désirs égoïstes, ni des devoirs moraux. Donc, si on reprend les exemples de Wolf, il y a déjà 2 cours, c'était par exemple si je me dévoue à l'art et à la culture, c'est pas forcément un désir égoïste, mais c'est pas non plus moral, et pourtant c'est quelque chose qui joue une place, quelque chose qui a une place significative dans ma vie, dans laquelle ma vie ne serait pas aussi bonne.
Voilà. Donc la première opposition que va faire Frankfurt dans cet ouvrage, c'est l'ouvrage entre le simple désir et le care, le fait de se soucier de quelque chose. Hein, quelque chose de, donc, quand on care, quand on se soucie de quelque chose, c'est plus qu'un simple désir. Alors le critère de distinction que Frankfurt va utiliser, c'est que le care, c'est un désir que nous désirons, c'est un désir auquel nous nous identifions. C'est-à-dire c'est un désir qui est tel que nous ne voudrions pas nous débarrasser de ce désir. Hein, par exemple, si vous avez envie de pisser et que c'est très gênant, vous avez un désir, mais vous n'allez pas dire que c'est quelque chose dont vous vous souciez réellement. Hein. C'est-à-dire si vous pouviez claquer des doigts et faire disparaître votre envie de pisser, bah vous le feriez. Hein, il n'y a pas vraiment d'importance. Un autre exemple, j'aime le chocolat, par exemple, pour Frankfurt, j'aime le chocolat, ça veut juste dire j'ai le désir de manger du chocolat, et pour ça c'est juste un désir brut, c'est pas quelque chose dont je me soucie, dont j'ai un care, parce que on pourrait imaginer que si j'étais transporté dans un monde où il n'y avait pas de chocolat, mais où il y avait beaucoup de brocolis, que quelqu'un me proposait, voilà, je peux transformer tes goûts, et je peux faire en sorte que tu désires manger des brocolis, et que tu aimes ça, et que tu ne désires plus manger de chocolat, je pourrais dire, ah oui, chouette, ça c'est quand même plutôt une bonne idée. Tandis que si j'étais transporté dans un monde où tout le monde était immoral, et que quelqu'un me disait, oui, bon en fait, je vois que ça t'embête de te soucier des gens, de te soucier de la justice. Si tu veux, pour que tu ailles mieux, je peux effacer ton désir pour la morale et je peux faire un désir d'immoralité. Là, on dirait, quand même, il y aurait quelque chose de plus gênant, quoi. C'est-à-dire que non seulement, par exemple, j'ai un désir de justice, mais je veux pas je considère que ce désir n'est pas arbitraire. Je m'identifie avec ce désir, je veux garder ce désir, je donne une valeur même au désir, à mon désir de justice. Et c'est ça, selon Frankfurt, la différence entre un simple désir et un care, le fait de se soucier vraiment de quelque chose, c'est que c'est un désir que nous approuvons. C'est pas juste un désir qui nous arrive, c'est quelque chose qui reflète nos valeurs. Et alors, l'amour dans tout ça, Frankfurt va traiter l'amour comme un type particulier de care, c'est-à-dire c'est selon lui une forme de care qui inclut un souci désintéressé pour le bien-être et l'existence de ce qui est aimé. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est aimer quelque chose? C'est se soucier de façon désintéressée du bien-être et de l'existence de ce qu'on aime. Et c'est une définition qui n'est pas uniquement pour des personnes, ça peut être pour des causes, ça peut être pour son pays, ça peut être pour plein de choses différentes. C'est juste une attitude dans laquelle on se soucie tellement de quelque chose qu'on s'en soucie de façon désintéressée, on est prêt à se sacrifier au moins en partie pour l'existence de cette chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle une théorie conative, parce qu'elle n'est pas affective de l'amour, conative parce qu'elle est définie en termes de motivation et de désir, et pas du tout en termes d'affect. Alors voilà ce que dit par exemple Frankfurt dans son livre, c'est que l'amour, au centre de l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci désintéressé pour l'existence de ce qu'on aime, et pour le bien de ce qu'on aime. Celui qui aime désire que ceux qu'il aime s'épanouissent et ne soient pas blessés. Et il ne désire pas ça juste parce que ça lui sert ses buts. Hein, par exemple, ce que dit Frankfurt, c'est que quelqu'un pourrait se soucier de la justice sociale juste parce que ça réduit la probabilité qu'il y ait des émeutes et il n'aime pas qu'il y ait des émeutes. En fait, il ne se soucie pas vraiment de la justice sociale. Il s'en intéresse juste comme un moyen de limiter les émeutes. Ou quelqu'un peut se soucier de la santé de quelqu'un juste parce que cette personne peut lui être utile. Hein. Mais non, quand on aime quelque chose, on aime cette chose-là pour elle-même et pas parce que ça nous sert à autre chose. L'amour, comme on a vu, comme c'est une théorie conative, il n'est pas du tout défini par des affects positifs et par certains sentiments. Ce que dit Frankfurt, par exemple, le texte de gauche ici, c'est que l'amour peut impliquer des sentiments très forts d'attraction que l'amoureux va rationaliser avec des descriptions très flatteuses de ce qu'il aime. Mais ce n'est pas nécessaire en fait. On peut aimer et donc se consacrer par exemple à une personne qu'on trouve par exemple distasteful, qu'on trouve pas très plaisante, désagréable, qui n'a pas forcément de bonne qualité. Donc l'exemple que Frankfurt a ici en tête, c'est voilà, si vous avez des enfants, et ben vous les aimez et vous voulez prendre soin d'eux et vous souciez de leur bien-être. De toute façon, même si vous réalisez quand même que votre enfant est devenu un sale con, qui vote à l'extrême droite, qu'il est moche et qu'il sent mauvais, bah vous arrivez quand même à l'aimer, malgré tout ça. Donc même s'il n'y a pas de sentiments plaisants qui sont impliqués, ce qui compte, c'est que ce qui montre ce que vous l'aimez, c'est que vous vous souciez de votre bien-être. Donc c'est ça le cœur de l'amour, c'est le fait de se soucier du bien-être, d'être motivé à agir pour le bien-être de ce qui est aimé, et pas du tout des sentiments qui vont autour.
Mais alors l'amour romantique dans tout ça, qui est celui sur lequel le cours est censé se concentrer, eh ben, ce qui est assez rigolo, c'est que pour Frankfurt, du coup, l'amour romantique, ben, c'est pas un bon exemple d'amour tel qu'il l'a défini. Hein. C'est pas un exemple pur parce qu'effectivement dans l'amour romantique, bon, on peut penser qu'il y a quand même, dans l'amour romantique on se soucie quand même en partie de façon désintéressée du bien-être de la personne qu'on aime, mais il y a aussi plein de choses, il y a aussi plein d'autres choses dans lesquelles on est aussi intéressé pour nous-mêmes. On veut pas forcément juste le bien-être de cette personne de façon désintéressée, on veut qu'elle soit heureuse, mais avec nous. Hein, c'est Ruvén-Augien qui a cette belle phrase qui est oui, dans l'amour romantique, on veut le bien-être de l'être aimé, mais on veut que ça soit nous la source de son bien-être. Hein, c'est pour ça que dans les comédies romantiques, vous pouvez avoir plein de cas où une personne est amoureuse d'une autre personne, mais va provoquer des catastrophes dans la vie de cette personne juste pour attirer son attention sur lui ou sur elle, etc. Donc, du point de vue de l'amour romantique, c'est la définition de l'amour de Frankfurt ne rend pas bien compte de l'amour romantique. Lui, son exemple très fort d'amour qui correspond presque à sa définition pure, c'est l'amour parental, hein, dont j'ai déjà parlé. Pour Frankfurt, c'est vraiment l'exemple de cas où on aime, là, dans l'amour parental, tout ce qu'on souhaite, c'est le bien-être de ses enfants. Aimer ses enfants, c'est juste chercher à ce qu'ils aient la meilleure vie possible, c'est complètement désintéressé. Et il n'y a pas les désirs un peu égoïstes qu'on retrouve dans l'amour romantique. Donc c'est peut-être une vision un petit peu idéalisée hein, de l'amour parental. Hein. Il y a souvent beaucoup d'histoires dans les cas de séparation, vous trouvez beaucoup de faits divers où il y a des parents qui vont enlever leurs enfants puis les garder dans un coin paumé d'un pays, voire même les tuer juste pour pas avoir à les abandonner à l'autre parent en cas de dispute de garde, etc. Donc voilà, hein, la définition de Frankfurt de l'amour, c'est vraiment l'amour pour une cause, vraiment cet amour pur et désintéressé. Difficile de voir à quel point on peut définir l'amour romantique à partir de ça. Donc pour finir avec cette discussion de la nature de l'amour qui est assez peu conclusive, il est courant de distinguer dans la littérature philosophique entre différentes formes d'amour. Alors d'un côté il y a l'amour, l'agapé, hein, qui est l'amour des autres êtres humains, quand on dit aimez-vous les uns les autres, donc c'est censé être un amour supposé être impartial et universel. Aimez-vous les uns les autres, c'est juste aimez-vous en tant qu'être humain, et pas aimez-vous, aimez passer du temps ensemble, trouvez-vous super géniaux les uns les autres, non c'est juste prenez soin les uns des autres et ça va pas beaucoup plus loin. Ensuite, au degré d'ensuite, il y a ce qu'on appelle la philia en grec, donc c'est souvent l'amour pour ses amis, les membres de sa famille. Donc c'est déjà un amour qui est plus partial, hein, c'est pas un amour qu'on donne à tous, c'est juste aux personnes avec lesquelles on aime passer du temps, dont on se soucie particulièrement. Et c'est le terme qui est utilisé chez Aristote pour indiquer l'amitié, comme on peut voir dans les livres 8 et 9 de l'Éthique à Nicomaque. Et enfin, il y a l'éros, hein, qui est l'amour passionnel ou l'amour romantique, qui inclut généralement une composante sexuelle, même si il y a toujours des cas d'amour romantique possibles sans relation sexuelle. Mais disons que ce qui est important dedans, c'est que c'est un amour qui va avec le désir de posséder l'autre personne, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors ça c'est juste... Pour les connaisseurs, c'est une scène de Star Wars qui illustre bien les différents types d'amour où une personne demande à un Jedi mais est-ce que les Jedi ont le droit d'aimer, et puis la personne dit on n'a pas le droit de s'attacher, on n'a pas le droit de posséder une personne, mais on nous demande de ressentir de la compassion, et la compassion c'est l'amour inconditionnel, donc on peut dire que nous sommes encouragés à aimer. Puis on voit en fait qu'il y a quand même une sorte d'ironie parce que ils sont encouragés à aimer mais dans un sens qui n'est pas celui de l'amour romantique, donc ça montre que voilà, l'amour prend des acceptions assez différentes. Alors deuxième partie, les raisons pratiques d'aimer. Alors qu'est-ce que c'est une raison pratique? C'est une raison qui justifie ou rend rationnel le fait d'agir d'une certaine manière. Si on dit pourquoi tu fais ça ou pourquoi on devrait faire ça, il faut donner une raison pratique, une raison qui dit voilà, il faut faire ça, je fais ça parce que, ou il faut faire ça parce que. Et la structure d'une raison pratique, elle est souvent la suivante. On fait référence à une fin, qui est le but final, qui a une valeur finale. C'est voilà, mon but c'est ça, et les moyens d'atteindre ce but c'est ça. Et on va justifier une action en disant, ben, étant donné que mon but c'est ça, et ben, cette action c'est la meilleure façon d'atteindre ce but-là. Par exemple, ce qui rend rationnel le fait que je prenne du Doliprane maintenant, ben, c'est que j'ai très mal à la tête, et que je veux mettre fin à mon mal de tête, donc ça c'est mon but, mettre fin à mes souffrances.
Et prendre du Doliprane est la meilleure façon de mettre fin à mes souffrances. Donc voilà, mes raisons d'agir, c'est un, que je veux pas souffrir, et deux, que pour pas souffrir, il faut prendre du Doliprane. C'est assez simple. Et donc, la question de savoir c'est s'il faut aimer, est-ce qu'on a des raisons d'aimer ou de ne pas aimer, il faut identifier une fin qui est désirable et montrer comment l'amour nous permet d'atteindre ou au contraire nous empêche d'atteindre cette fin. Et donc, il y a des discussions philosophiques sur le fait de savoir est-ce qu'il faut aimer, est-ce qu'il faut être amoureux ou pas. Alors, un premier argument, il se concentre sur ce qu'on appelle les raisons prudentielles d'aimer. Alors, qu'est-ce que c'est les raisons prudentielles? C'est un sous-ensemble de raisons pratiques. Les raisons prudentielles, c'est celles qui ont trait à nos désirs et à notre bonheur. La distinction, c'est avec les raisons morales. On a des raisons d'agir qui sont morales, qui visent la morale ou le bonheur des autres, et puis on a des raisons d'agir qui visent plutôt notre propre bonheur, c'est ce qu'on appelle les raisons prudentielles. Et il y a un argument général qu'on trouve dans la littérature philosophique qui est le suivant, qui est nous souhaitons en général être heureux et l'amour nous empêche d'être heureux. Donc en général, il faudrait mieux pas tomber amoureux, il faudrait essayer d'éviter d'être amoureux. Alors au cours de l'année, nous avons déjà croisé une version de cet argument dans l'épicurisme. Vous vous rappelez, l'épicurisme dit que le bonheur consiste dans le fait d'avoir plus de plaisir que de douleur. Et il y a cette idée selon laquelle l'amour amène plus de douleur que de plaisir en général. C'est ce qu'on voyait par exemple chez Lucrèce. Alors vous vous rappelez déjà que chez Épicure, rien que le désir sexuel en soi, c'était pas top, parce que souvent le plaisir qu'on en retirait n'était pas à la hauteur de la peine et de la difficulté qu'on obtenait, qu'on souffrait pour obtenir le plaisir sexuel. Donc. Mais alors là, l'amour, c'est encore pire, parce que chez les épicuriens, en particulier chez Lucrèce, l'amour en fait c'est juste le désir sexuel qui, à force de mijoter, on va dire, a pris des proportions délirantes et a conduit le sujet, en projetant son désir sur l'objet de son désir, à lui prêter des qualités et une importance qu'en fait il n'a pas, parce qu'à la base c'était juste un désir sexuel, c'est une question un peu hygiénique, c'est juste le besoin de satisfaire un besoin naturel, et l'amour romantique c'est juste une illusion qui est construite à partir d'un désir sexuel qui s'emballe. Et donc dans ce cas-là, l'amour, c'est quelque chose qui s'accompagne de nombreuses douleurs, le fait de ne pas avoir l'être aimé, le fait de devoir se battre pour lui, le fait de devoir courtiser, le fait de voir des rivaux s'emparer de l'objet de votre attention à votre place, alors que finalement la satisfaction qu'on en tire est forcément toujours très ponctuelle, ne dure pas dans le temps, etc. Mais plutôt que Lucrèce, là je vais vous parler de Schopenhauer, donc un texte classique de la littérature philosophique sur l'amour, et un texte très connu de Schopenhauer dont on n'a pas parlé sur le cours Schopenhauer, c'est le supplément 44 du Monde comme volonté et représentation, qui s'appelle la métaphysique de l'amour. Donc je vous conseille de lire ce texte, qui peut être trouvé sur internet, il est très connu, qui est vraiment la vision de l'amour selon Schopenhauer, et qui se comprend d'autant mieux qu'on a déjà vu la métaphysique de Schopenhauer. Et l'appendice de Schopenhauer, enfin le supplément de Schopenhauer, commence par ce paradoxe où il dit, ben voilà, si on regarde l'art, on voit que la plupart des œuvres d'art parlent d'amour, et ça montre que c'est une des choses les plus importantes pour les êtres humains, l'amour, la recherche de l'amour. Mais à côté, quand on regarde en philosophie ce qui a été écrit sur l'amour, on n'a pas grand-chose, et le peu qui a été écrit est complètement inintéressant et inutile. Donc voilà, il part de ce paradoxe-là. Donc voilà ce qu'il écrit. On ne peut douter, d'après les faits que je viens de rappeler, donc là il a énuméré plein de choses, en particulier l'importance de l'amour dans l'art, ni de la réalité, ni de l'importance de l'amour. Donc l'amour ça existe, c'est pas quelque chose de sceptique. C'est aussi quelque chose de très important. Aussi, au lieu de s'étonner qu'un philosophe n'ait pas craint pour une fois de faire sien ce thème éternel des poètes, devrait-on s'étonner plutôt qu'une passion qui joue dans toute la vie humaine un rôle de premier ordre n'ait pas encore été prise en considération par les philosophes et soit restée jusqu'ici comme une terre inexplorée. Celui qui s'est le plus occupé de la question, c'est Platon. Donc on va y venir après. Surtout dans le Banquet et dans le Phèdre, mais tout ce qu'il avance à ce sujet reste dans le domaine des mythes, des fables et de la fantaisie, et ne se rapporte guère qu'à la pédérastie grecque. La définition de Spinoza mérite d'être rapportée pour son extrême naïveté. Donc là, c'est la définition qu'on vient de voir. Ne serait-ce que par plaisir. L'amour est un titillement qui est concomitant à l'idée d'une cause externe. On ne voit que je n'ai ni à me servir de mes prédécesseurs, ni à les combattre. Donc il n'y a rien d'intéressant qui a été fait avant Schopenhauer sur l'amour, d'après Schopenhauer. Et ce que va dire Schopenhauer, c'est que l'amour joue un rôle important dans la vie humaine à égalité avec l'amour de soi.
Et pourquoi? C'est qu'en fait, il est une autre manifestation de la volonté. Vous vous rappelez, dans le système de Schopenhauer, on est la manifestation dans l'ordre de la représentation de la volonté, qui est une sorte d'être qui veut toujours perdurer, continuer à exister. Et du coup, la volonté, elle se manifeste à travers l'espèce humaine par un instinct de conservation de l'espèce humaine. Pas juste de conservation du sujet, hein, chaque personne veut se conserver, mais il va aussi avoir un instinct qui vise la préservation de l'espèce humaine, parce que l'espèce humaine n'est qu'une manifestation de la volonté qui veut se préserver dans toutes ses manifestations. Et donc, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est juste l'expression de l'instinct de préservation de l'espèce. Donc voilà ce que dit Schopenhauer. Toute passion, en effet, quelque apparence éthérée qu'elle se donne, a sa racine dans l'instinct sexuel, ou même n'est pas autre chose qu'un instinct sexuel plus nettement déterminé, plus spécialisé, ou au sens exact du mot, plus individualisé. Donc en fait, pour Schopenhauer, à la base de l'amour romantique, ce qu'on trouve, c'est juste le désir sexuel. L'amour, c'est vraiment juste la forme la plus poussée du désir sexuel. Considérons maintenant, sans perdre de vue ce principe, le rôle important que joue l'amour à tous ses degrés et à toutes ses nuances, non seulement au théâtre et dans les romans, mais aussi dans le monde réel. Avec l'amour de la vie, qui est l'autre grande pulsion, la préservation de soi-même, il nous apparaît comme le plus puissant et le plus énergique de tous les ressorts. Il accapare sans cesse la moitié des forces et des pensées de la partie la plus jeune de l'humanité. Donc voilà, les jeunes, en général, ils pensent qu'à l'amour. C'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle Schopenhauer pense qu'on a plus de chances d'être heureux vers la fin de sa vie, quand on vieillit un petit peu. But final de presque tous les efforts des hommes, il exerce dans toutes les affaires importantes une déplorable influence. À toute heure, il vient interrompre les occupations les plus sérieuses. Ce but dernier de toute intrigue d'amour, qu'elle se joue en brodequin ou en cothurne, est en réalité supérieur à tous les autres buts de la vie humaine et mérite bien le sérieux profond avec lequel on la poursuit. Donc là, ce que dit Schopenhauer, c'est voilà, on donne beaucoup de temps et de sérieux dans notre vie à poursuivre l'amour, mais c'est pas quelque chose de futile, on a raison de le faire, parce qu'effectivement, il y a un but vraiment sérieux derrière l'amour, c'est que ce n'est rien moins que la composition de la génération future qui se décide là. Parce qu'en fait, le but de l'amour, c'est la survie de l'espèce humaine. Donc oui, c'est un but plutôt important. C'est juste qu'on n'en a pas vraiment conscience quand on recherche l'amour, que le but ultime de l'amour, c'est la propagation de l'espèce humaine. Dans l'amour, en fait, du coup, l'homme cesse d'agir pour son propre bien, et il agit au nom de l'espèce. Ce qui explique l'importance donnée à l'amour, même si on le donne inconsciemment sans forcément comprendre, parce que tout le monde n'a pas le système de Schopenhauer pour voir la vraie signification de l'amour. Donc voilà encore ce qu'écrit Schopenhauer. L'instinct sexuel en général, tel qu'il se présente dans la conscience de chacun, sans se porter sur un individu déterminé de l'autre sexe, n'est en soi et en dehors de toute manifestation extérieure que la volonté de vivre. Mais quand il apparaît à la conscience avec un individu déterminé pour objet, cet instinct sexuel est en soi la volonté de vivre en tant qu'individu nettement déterminé. En ce cas, l'instinct sexuel, bien qu'au fond pur besoin subjectif, sait très habilement prendre le masque d'une admiration objective et donner ainsi le change à la conscience. Car la nature a besoin de ce stratagème pour arriver à ses fins. Mais si objective et si bien revêtue de sublimes couleurs que cette admiration puisse nous paraître, cependant cette passion amoureuse n'a en vue que la procréation d'un individu de nature déterminée. Et ce qui le prouve avant tout, c'est que l'essentiel n'est pas la réciprocité de l'amour, mais bien la possession, c'est-à-dire la jouissance physique. Donc voilà, ce que dit Schopenhauer, c'est oui, on a tous des besoins sexuels dans la vie de tous les jours, mais ça c'est juste un désir égoïste, on est encore dans le domaine de l'amour de soi. Mais dans l'amour, quand l'amour-passion arrive, c'est le moment où ce qui parle n'est plus juste mon désir d'avoir un simple plaisir, c'est quelque chose de plus fort, c'est l'instinct de préservation de l'espèce qui parle. Et elle le fait en nous faisant croire que l'objet de notre affection n'est pas juste une personne qui va permettre, avec qui on va pouvoir juste satisfaire nos besoins sexuels, juste un simple moyen, mais quelque chose qui a une valeur extrêmement profonde et qui mérite qu'on y dédie plein d'efforts. La passion d'un homme bien épris produit des effets souvent comiques, parfois aussi tragiques. C'est que dans les deux cas, pénétré de l'esprit de l'espèce et des leurs dominés par lui, il ne s'appartient plus, et sa conduite n'est plus vraiment celle d'un individu. Ce qui donne aux pensées d'un homme parvenu au dernier degré de la passion une couleur si poétique et si élevée, et même une direction transcendante et hyperphysique qui semble lui faire perdre de vue son but personnel, tout matériel, c'est ce fait que cet homme est animé de l'esprit de l'espèce, dont les intérêts sont infiniment plus puissants que ceux de simples individus. Il a mission spéciale d'assurer l'existence d'une postérité indéfinie, dont les individus seront de constitution déterminée, et tels qu'ils ne puissent recevoir l'être que de lui-même comme père et de sa bien-aimée comme mère. Sans eux, il serait impossible à une telle postérité d'arriver à l'existence, et cependant le vouloir vivre pour s'objectiver le réclame instamment. Nous avons conscience d'exercer une action dans cette question d'une importance si transcendante.
Ce sentiment élève les hommes amoureux si fort au-dessus des choses terrestres et au-dessus d'eux-mêmes, il donne à leur désir matériel une forme si immatérielle que l'amour devient un épisode poétique dans la vie même du plus prosaïque des hommes. Donc là, ce que Schopenhauer cherche à expliquer, c'est le fait que quand on est amoureux, on a l'impression que on a affaire à quelque chose de très important, que par l'amour, on dépasse la trivialité du monde actuel, qu'on arrive qu'on est en train de se dédier à quelque chose dont l'importance est plus et au-delà des choses de la vie quotidienne. Et ce que dit Schopenhauer, oui, c'est vrai en fait. Cette impression, elle vient du fait que quand on est amoureux, en fait, on agit du point de vue de l'espèce. Donc on est encore dans un cas où on transcende notre personne individuelle pour agir d'un point de vue qui est plus universel. Alors bien sûr, les poètes n'en ont pas conscience. Ils ont, comme tous les hommes amoureux, ils ont conscience qu'il y a quelque chose de spécial dans le point de vue amoureux, mais ils vont prêter ça en fait peut-être à l'amour qui a une valeur intrinsèque, ou à l'objet de leur affection qui est une personne tellement merveilleuse qu'elle appartient à un autre monde. Mais en fait, non. La raison pour laquelle on a l'impression quelque chose d'important dans l'amour, c'est juste parce qu'en fait on est en train d'œuvrer pour la survie de l'espèce et donc pour quelque chose qui nous dépasse. Et donc, comme l'amour, c'est un instinct qui a pour premier but le bien de l'espèce et sa perpétuation, ce n'est pas quelque chose qui a pour but le bien-être des individus. C'est pour ça que l'amour nous amène forcément, ou la plupart du temps, au malheur, parce qu'il demande des sacrifices et des souffrances pour un but qui n'est pas notre propre bonheur, mais celui de l'espèce. Donc, c'est une passion qui amène les gens à sacrifier leur bien-être pour le bien-être de l'espèce. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est en soi souhaitable d'un point de vue prudentiel. Surtout que pour Schopenhauer, la satisfaction de l'amour sera brève, ce sera la possession de l'être aimé, dans un sens ou dans l'autre, qui va donner potentiellement naissance à des descendants et perpétuer l'espèce. Mais une fois que cette mission sera accomplie, l'amour va s'arrêter, l'illusion va tomber de nos yeux, et puis nous verrons que la personne que nous aimions n'était pas si spéciale, et l'amour va faire place à une cruelle désillusion. Voilà ce que dit Schopenhauer. En fait, le génie de l'espèce est partout en guerre avec les génies protecteurs des individus. Il est leur persécuteur et leur ennemi, toujours prêt à détruire sans merci le bonheur personnel pour assurer l'accomplissement de ses desseins. La passion reposait sur une illusion qui faisait miroiter aux yeux de l'individu comme précieux pour lui ce qui n'a de valeur que pour l'espèce. Le but de l'espèce une fois atteint, la chimère doit donc disparaître. L'esprit de l'espèce qui s'était emparé de l'individu lui rend la liberté. Abandonné par lui, l'individu retombe dans ses bornes et dans sa misère originelle. Il voit avec étonnement que toutes ces aspirations si hautes, si héroïques, si infinies ne lui ont rien procuré de plus pour sa jouissance que ce que fournit toute autre satisfaction de l'instinct sexuel. Contre son attente, il ne se trouve pas plus heureux qu'avant. Il s'aperçoit qu'il a été la dupe de la volonté de l'espèce. Ainsi, en règle générale, un Thésée satisfait abandonnera-t-il son Ariane? Si la passion de Pétrarque avait été assouvie, son chant se serait éteint, comme s'éteint celui de l'oiseau une fois que les œufs sont pondus. Donc voilà. Donc pour Schopenhauer, l'amour n'est qu'une illusion créée par le besoin de perpétuer l'espèce et pas du tout quelque chose qui nous rend heureux. C'est une passion dans laquelle l'espèce se sert de nous comme d'un moyen pour se propager. Alors bien sûr, on n'est pas du tout obligé d'accepter la métaphysique schopenhauerienne comme quoi nous sommes que des manifestations d'une volonté aveugle, mais une des choses qui est assez frappante dans les théories de Schopenhauer, c'est qu'en fait on peut tout à fait les transférer en dehors du cadre schopenhauerien dans un cadre plus actuel, parce qu'on peut reprendre à peu près cette même vision pessimiste de l'amour en prenant un cadre plus, par exemple, darwinien. On pourrait dire, oui, l'amour passionnel existe chez les êtres humains pour leur permettre de remplir leur mission qui est celle de transmettre leurs gènes à des descendants. Alors, dans les cas darwiniens, souvent l'amour n'a pas que pour but la reproduction, parce que dans ce cas-là, le désir sexuel suffirait. Il y a l'idée que chez les êtres humains, comme les enfants ne sont pas viables très tôt, contrairement à d'autres espèces, il faut que les enfants ont besoin de beaucoup d'attention avant de pouvoir se débrouiller tout seuls. Pour que les enfants soient viables, il vaut mieux qu'il y ait deux parents qui s'occupent d'eux. Et donc l'amour romantique serait en fait juste la ruse qu'aurait mis au point l'évolution pour obliger les gens à former des couples stables au moins le temps que les enfants soient en âge de se débrouiller tout seuls.
Donc les propos, la vision pessimiste de Schopenhauer, elle peut être reprise dans ce cadre-là, et certains le font. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant et assez amusant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que beaucoup de théories qu'on retrouve sur les préférences amoureuses dans la psychologie évolutionniste actuelle étaient déjà proposées par Schopenhauer. Parce que son idée, c'était que comme le but de l'amour, c'est la reproduction, alors forcément on peut prédire comment l'amour va fonctionner en fonction de ce qui est plus ou moins optimal pour la reproduction. Donc il y a beaucoup de théories sur le fait que du coup les hommes vont avoir des préférences pour les femmes plus jeunes parce qu'elles sont plus fertiles. Chez les femmes, la préférence pour les personnes plus jeunes va être moins forte parce que les hommes sont fertiles plus longtemps, etc., etc. Tout ça, on le retrouve déjà chez Schopenhauer. Donc il y a des comparaisons assez intéressantes à faire sur le cas. Mais donc voilà, Schopenhauer, c'est vraiment un exemple de vision pessimiste de l'amour. L'amour n'est pas là pour notre bonheur, il est là pour servir l'espèce ou la reproduction, et pas du tout pour notre bien-être, et en fait, il provoque plus de douleur que de plaisir. Donc, ne soyez pas amoureux. Une deuxième perspective sur laquelle je vais passer plus vite, c'est que non seulement il y a des raisons prudentielles de ne pas aimer, mais il y a aussi des raisons morales de ne pas aimer. On pourrait dire que, par exemple, la perspective amoureuse est profondément immorale. En effet, la moralité nous demande de considérer toutes les personnes comme égales, comme ayant une valeur égale, et nous demande d'agir de façon impartiale quand nous décidons de comment agir. Mais l'amour est profondément partial. Il nous amène à donner beaucoup d'importance à une personne ou un petit nombre de personnes, selon le nombre de personnes dont vous êtes capable d'être amoureux en même temps. Et du coup, il y a une tension entre d'un côté la moralité et de l'autre l'amour qui va nous amener à transgresser la morale parce que nous donnons trop d'importance à une seule personne. A l'inverse, il y en a qui vont dire justement, et c'est ça qui est important dans l'amour, c'est que dans la mesure où l'amour est assez fort pour nous motiver à briser les codes moraux, il possède une force révolutionnaire parce qu'il amène les gens à transgresser les cadres de leur société, et quand ces cadres sont immoraux ou dystopiques, alors l'amour peut être perçu comme une force positive et une force de sortie. Alors là, j'ai mis quelques exemples de science-fiction dans lesquels on imagine des avenirs plutôt pessimistes, et puis l'amour est perçu un peu comme quelque chose qui amène les gens à transgresser à transgresser les règles des sociétés oppressives dans lesquelles ils vivent. Alors il y a le film Brasil qui est assez connu sur le sujet, qui est un très beau film que je ne regarderai plus jamais parce qu'il est profondément déprimant. Il y a 1984 de Orwell dans lequel il y a une histoire d'amour qui finit très mal. Et il y a aussi Le meilleur des mondes de Huxley, mais je l'ai mis comme exemple, mais en fait c'est très ambigu, parce que je ne sais pas si vous avez lu Le meilleur des mondes de Huxley, vous savez, c'est ce fameux monde où tous les gens prennent une drogue qui font qu'ils sont heureux en permanence, et surtout l'amour romantique a été complètement aboli, de telle sorte qu'en fait toutes les interactions entre les êtres sont des interactions superficielles. En fait, ils se font du bien mutuellement, sexuellement, etc., mais il n'y a pas d'amour-passion. Et à l'intérieur de ce monde est introduit un jeune sauvage qui est extrait de sortes de réserves dans lesquelles les gens gardent des sauvages qui ont encore une religion, par exemple. Et il y a donc un jeune sauvage qui est introduit dans ce monde et qui va en fait rejeter les codes de ce monde, surtout parce qu'il va développer un amour-passion pour une personne en particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde du point de vue du meilleur des mondes de Huxley, c'est pas un éloge de l'amour-passion, parce que ce que finit par faire le sauvage, c'est se suicider après avoir blessé plein de monde. Et quand on écoute ce que Huxley dit sur son propre livre, c'est que l'amour-passion représente un autre extrême par rapport à l'absence d'amour qu'est celui du meilleur des mondes. C'est pas la bonne voie, mais c'est une voie inverse. Bon, ça c'est juste pour les commentaires de Huxley, je vais pas trop me perdre là-dedans. Mais si vous voulez savoir exactement comment interpréter le meilleur des mondes, il y a un livre qui s'appelle Retour au meilleur des mondes de Huxley, qui est juste un commentaire que fait Huxley sur son œuvre en fait. Et je pense que dedans vous pourrez voir que par exemple Huxley défendait des choses comme une forme intermédiaire d'amour multiple, où on peut avoir plusieurs partenaires, qui est à la fois quelque chose qui est des relations qui sont plus profondes que celles qu'il décrit dans Le meilleur des mondes, où il n'y a plus vraiment d'amour, mais à la fin moins possessive et jalouse que celle du jeune sauvage du meilleur des mondes. Alors jusque-là, on a vu plutôt des perspectives négatives sur l'amour. A priori, il y a beaucoup de raisons de ne pas être amoureux. Alors est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'être amoureux ?
Alors, le texte philosophique classique pour un éloge de l'amour, c'est le banquet de Platon. Hein. Et donc, le banquet de Platon, qu'est-ce que c'est? C'est un dialogue un dialogue de Platon dans lequel les gens sont à un banquet. Et puis, 7 personnages vont prononcer chacun un discours sur l'amour. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des 7 discours, mais il y a 2 discours qui sont importants pour le thème d'aujourd'hui. Le premier discours dont je vais parler, c'est le 4e discours hein, du livre, c'est le discours d'Aristophane. Donc Aristophane, c'est le personnage dans le banquet, c'est c'est le composeur de comédie, hein, de grec. Et quand il essaie d'expliquer l'amour, Aristophane, qui, à moitié bourré et toujours bien prêt à rigoler, décrit le mythe suivant. Il dit, voilà, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est l'amour. Et en fait, autrefois, à l'aube des temps, la race humaine, en fait, elle était composée, pas comme maintenant, elle était composée d'êtres qui avaient chacun 2 têtes, donc 4 jambes, 4 bras. Donc on était des êtres, en fait, mélangés, mixtes. Et chaque personne et chaque individu était composé de 2 parties. Alors il y avait des personnes qui étaient composées d'une partie homme et d'une partie femme, des personnes qui étaient composées d'une partie homme et d'une autre partie homme, et d'autres qui étaient composées d'une partie femme et d'une autre partie femme. Et donc voilà, on vivait comme ça, et à un moment on s'est rebellé contre les dieux de l'Olympe, et les dieux irrités ont décidé de nous couper en 2. Hein, donc voilà, on s'est coupé en 2, on a été coupé en 2, on est d'êtres à 4 jambes et à 4 bras, on est devenus des êtres à 2 jambes et à 2 bras. Et, tout au fond de nous avons la nostalgie de cette époque où nous étions entiers, et nous recherchons notre moitié en fait. Hein, c'est la métaphore de la moitié. Nous voulons à nouveau nous sentir pleins, complets, et c'est pour ça que nous recherchons que nous recherchons une personne, nous recherchons ce sentiment, nous cherchons à combler ce manque, et nous cherchons à redevenir entier en trouvant la bonne personne, celle qui composait notre autre moitié. Et donc, selon quelle moitié était la vôtre à l'origine, vous êtes plutôt attiré par les hommes ou plutôt par les femmes. Et il n'y a pas vraiment de place pour les personnes qui seraient attirées par l'un et par l'autre. Non, vous n'avez qu'une seule moitié, de toute façon, à trouver. Et donc, le mythe est une métaphore du fait que l'amour, en fait, le côté positif de l'amour vient du fait qu'il vient combler un manque profond. Il nous manque quelque chose pour être vraiment nous-mêmes, et c'est ce que vient combler l'amour. Alors c'est un peu là-dessus que va rebondir le discours que prononce Socrate, qui est le 6e discours du dialogue, et c'est-à-dire qu'il va reprendre cette idée selon laquelle l'amour c'est quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose qui nous guide vers quelque chose qui nous manque fondamentalement. Mais plutôt que de reprendre l'idée de Aristophane selon laquelle c'est quelque chose qu'on a perdu, il va essayer de donner une connotation plus positive à l'amour en disant c'est un élan vers quelque chose qu'on doit encore conquérir, qui est notre achèvement. Et c'est donc quelque chose de très important dans notre réalisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du discours de Socrate qui est assez long, mais il propose un mythe sur la naissance de Eros, le dieu amour. Et ce qui est important, c'est qu'il décrit Eros, l'amour, comme le fils d'une relation entre un dieu et une femme terrestre. Hein. C'est-à-dire que Eros est mi-homme, mi-dieu. Il est à chemin entre l'homme et les dieux. C'est celui qui fait le lien entre les deux mondes. Et ça illustre le fait que dans l'amour, en fait, ce que nous cherchons, c'est une sorte d'accomplissement, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose qui dépasse notre condition de mortel. Et la thèse que défend Socrate dans son discours, enfin qu'il attribue à une femme qui s'appelle Diotime, c'est la chose suivante, c'est que tous les hommes cherchent la même chose, ils cherchent avant tout l'immortalité. Hein, c'est-à-dire que nous sommes des êtres mortels, mais nous sommes plus que... nous cherchons à atteindre la nature divine qui est l'immortalité. Et l'amour, c'est c'est notre tension vers cette nature divine qui est immortelle. Et l'amour va se traduire de façon différente selon la façon dont les gens recherchent l'immortalité. Certaines personnes vont rechercher l'immortalité dans la production d'enfants, c'est-à-dire ils vont essayer de survivre à travers leurs enfants. Et dans ce cas-là, c'est les hommes qui vont avoir des relations sexuelles avec des femmes. C'est triste pour Socrate, mais c'est comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on fait ça, c'est le plus bas degré de recherche de l'immortalité, mais on peut aussi rechercher l'immortalité en produisant des œuvres d'art ou des œuvres techniques, des inventions, ou encore mieux en produisant des lois, en s'engageant en politique et en produisant des belles lois pour la cité, et donc en laissant un héritage sous forme de loi. Et donc toutes ces choses-là, ce sont
toutes ces productions, ce sont des différentes façons de chercher l'immortalité, et donc c'est différentes façons dont se traduit notre tension vers le divin en fait. Et donc comme l'amour est une tension vers ce qui est vraiment divin, qui est le beau, le bon, le vrai, il y a une dynamique de l'amour. Socrate décrit le développement de l'amour comme ça. Alors tout le monde ne va pas jusqu'au bout, hein, justement c'est une dynamique qu'il faut poursuivre jusqu'au bout. Les premiers stades de l'amour, c'est ceux qui se contentent de vouloir engendrer les enfants et aiment des femmes, hein, voilà. Ça on a déjà parlé, mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas s'arrêter là, ils vont commencer à aimer des jeunes hommes, ce qui est beaucoup mieux dans le système de valeurs de Socrate. Hein. Donc c'est ce que Schopenhauer appelait la pédérastie grecque tout à l'heure. Alors, on va commencer par aimer une personne, le corps d'une personne. On va dire, voilà, cette personne, alors d'un jeune homme. Hein. Ce jeune homme a vraiment un corps fantastique. Je suis profondément amoureux de ce jeune homme parce que je vois la beauté dans son corps. Mais au fur et à mesure que je développe ma pensée, je vois que la beauté qui est dans le corps de ce jeune homme, en fait, le beau, c'est quelque chose qui appartient à plusieurs corps en même temps. Je peux voir que plusieurs personnes sont belles. Donc là, je vais réussir à me détacher de l'amour d'une seule personne, d'un seul corps, pour réussir à apprécier la beauté dans tous les corps beaux, hein, chez tous les beaux jeunes hommes. Puis après, je vais passer par-delà les apparences et voir qu'au-delà de la beauté des corps, il y a aussi la beauté des âmes. Je peux voir que les gens sont vertueux, qu'ils ont une beauté de l'âme. Et ensuite, de la beauté de l'âme, je peux voir ce qu'est le beau en soi, ce qu'est la beauté elle-même. La beauté qui s'incarne dans les différents corps et dans les différentes âmes, je peux la voir telle qu'elle, pas incarnée, mais en elle-même. Et ça, c'est un des buts de la philosophie, d'arriver au beau en soi. Et donc l'amour, c'est un trajet philosophique, parce que c'est un moyen de contempler le beau tel qu'il est vraiment. Donc voilà, l'amour, pourquoi c'est bien dans la perspective socratique? Parce que c'est une sorte de propédeutique, c'est un chemin vers la contemplation du beau, hein, c'est une entreprise philosophique. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il faut dépasser le stade où vous aimez une seule personne, hein, mais que ce soit pour son âme ou pour son corps, il faut comprendre que ce que vous aimez dans cette personne, c'est le beau, et que le beau se reflète dans plein de personnes différentes, et que ce qui compte, c'est le beau en soi. Voilà, alors je ne suis pas sûr que ce soit une raison très satisfaisante d'aimer, mais disons que c'était un texte classique, je pouvais difficilement pas en parler dans cette séance. Et donc je finis par une quatrième perspective qui est celle qui est celle de Frankfurt. Donc je reviens après à Frankfurt, selon laquelle en fait il ne faut pas chercher des raisons d'aimer, c'est l'amour qui nous donne des raisons. Donc en fait on renverse un peu, on détourne, on évite un peu la question tout en y répondant. Pour Frankfurt, il n'y a pas de raison pratique d'aimer. On ne peut pas dire voilà, il faut aimer telle chose parce que ce serait bon pour toi, parce que ce serait mauvais pour toi, etc. Non, parce qu'en fait, dans la délibération pratique, on a vu pour pouvoir donner des raisons pratiques de faire quelque chose, il faut quand même qu'il y ait des fins, qu'il y ait des raisons finales, qu'il y ait des choses qu'il y ait des buts finaux. Mais d'où sortent ces buts finaux? Ils sortent de l'amour. C'est l'amour qui donne les buts finaux. Donc ils ne peuvent pas être justifiés à partir de certains d'autres buts finaux. Donc voilà, comme pour Wolff qu'on a vu, Frankfurt considère que ce qui donne un sens à notre vie, la rend vivable, c'est le fait de pouvoir avoir des buts qui nous passionnent, des choses qu'on aime. S'il n'y avait pas de choses qu'on aimait, la vie serait juste un ensemble désordonné de désirs sans cohérence, on s'ennuierait, le soi selon Frankfurt commencerait à se dissoudre parce on passerait les jours en ressentant des choses, en ayant des plaisirs ou pas des plaisirs, mais on ne ferait pas de projets sur le long terme, on ne serait pas motivé. Donc il n'y aurait pas des projets autour desquels on structurerait notre vie, des valeurs qui nous permettraient de dire voilà, moi je suis cette personne-là qui est identifiée dans telle valeur. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des raisons d'aimer l'amour. L'amour, c'est ce qui donne les raisons de faire des choses. On a besoin de l'amour, parce que sans ça, on aurait une vie sans but, mais l'amour ne peut pas se justifier à partir de certains buts. L'amour, c'est la source des buts. Et ce que dit Frankfurt, c'est la raison pour laquelle, en fait, non seulement dans l'amour, on aime une chose, mais souvent, on aime qu'on aime. Alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais son idée, c'est que, voilà, non seulement j'aime une personne, mais j'aime aimer cette personne. Je tiens à cette relation. L'amour elle-même est mon objet d'amour parce que c'est ce qui donne un sens à ma vie. Donc on n'a pas à justifier l'amour. L'amour, c'est ce qui vient justifier certaines choses. Voilà, troisième et dernière partie du cours. L'amour peut-il être rationnel? Donc la question peut paraître absurde, parce qu'on ne dit pas est-ce que l'amour c'est pas une émotion et les émotions sont pas des états irrationnels. Donc on a déjà vu que l'amour n'est pas vraiment une émotion, mais si vous considérez que ça fait partie du domaine affectif, vous pouvez vous dire mais est-ce que c'est pas
quelque chose de profondément irrationnel. Est-ce que dire que l'amour est rationnel, ça va pas à l'encontre du sens commun, de tout ce que nous décrivent les chansons? Bah, pas nécessairement. Alors, comme vous le savez peut-être, parce qu'à Genève c'est quand même un thème courant, les émotions sont parfois sensibles aux raisons. C'est-à-dire, les émotions ne sont pas des processus complètement irrationnels. On peut raisonner les émotions. Par exemple, si je suis en colère parce que je pense qu'un ami m'a trahi, hein, voilà, il est promis de venir m'aider à déménager mon canapé, par exemple, puis il n'est pas venu et je me retrouve tout seul sur le trottoir avec mon canapé que j'arrive pas à déplacer. Voilà, je suis en colère, il m'a trahi. Mais voilà, je suis très très en colère, mais quelqu'un m'appelle et me dit, voilà, en fait, il n'est pas là parce qu'il a eu un grave accident et là, il est à l'hôpital. Et là, peut-être que mes émotions vont changer, en fait. Je vais me dire, oh merde, peut-être... Voilà, j'ai pas de raison d'être en colère, en fait. Donc ma colère va disparaître. Voilà. L'idée selon laquelle les émotions sont en partie rationnelles en ce sens-là, c'était déjà quelque chose qui était présent chez Aristote, hein, dans l'Éthique à Nicoma, qui décrit, il dit voilà, la colère c'est un peu comme un serviteur un peu trop pressé, c'est-à-dire on lui donne un ordre, des fois il n'écoute pas jusqu'au bout, donc c'est pas complètement rationnel, mais au moins il écoute un petit peu. Et donc les émotions sont distincts de processus qu'on va dire arrationnels. Arrationnels, c'est les processus qui sont complètement imperméables à la raison, comme la faim ou l'envie de pisser, qui sont imperméables aux raisons. Par exemple, si d'un coup j'ai faim, voilà, j'ai super faim, et quelqu'un me dit, oui, non, mais t'as faim, mais t'as mangé il y a 1 heure. Voilà, t'as mangé comme un chancre il y a 1 heure. Sa remarque, elle peut peut-être effectivement me faire poser des questions, mais elle n'a aucune influence sur ma faim. Hein. On ne peut pas changer ma faim avec des arguments. Hein. De même façon, si j'ai mal au crâne, on peut pas me changer, on peut pas changer le mal au crâne avec des arguments. Mais il semble que les émotions sont sensibles en partie aux arguments. Par exemple, si vous dites que si d'un coup vous avez très peur très peur d'une maladie et puis on vous dit mais en fait non, la maladie touche pas les gens de votre âge, ou en fait vous êtes déjà vacciné contre cette maladie, vous pouvez avoir moins peur parce que vous voyez que vous avez moins de raisons d'avoir peur. Et c'est en ce sens que les émotions peuvent être rationnelles, parce qu'elles peuvent être justifiées sur la base de raisons. Mais ça veut dire aussi que du coup elles peuvent être aussi irrationnelles quand on a ces émotions pour de mauvaises raisons. Un cas d'émotion irrationnelle, c'est par exemple si je dis oui, moi j'ai très très peur des souris, même si je sais qu'elles sont pas du tout dangereuses, mais je peux pas m'empêcher d'avoir peur. Là, on a un cas d'émotion irrationnelle, parce que on a des émotions qui sont insensibles aux raisons. Or, l'amour semble être un état sensible aux raisons. Hein. Par exemple, si j'aime quelqu'un parce que je pense qu'il a telle ou telle propriété, par exemple, je pense qu'il est très intelligent, qu'il est très charmant, qu'il est très gentil, mais qu'en fait, j'apprends qu'en fait, tout ça n'était qu'une façade et que c'est un vrai connard complètement stupide, bah peut-être que je vais arrêter d'aimer cette personne. L'amour est sensible aux raisons. Donc un exemple célèbre, c'est dans Cyrano de Bergerac. Hein, le premier rôle féminin de la pièce est amoureux d'une personne qu'elle pense être un très beau discoureur et une personne qui a très bel esprit, parce qu'elle lui envoie de très très jolies. Cette personne lui envoie de très jolies lettres, mais en fait les lettres sont pas écrites par cette personne, elles sont écrites par Cyrano qui écrit pour cette personne. Et du coup, en fait, si vous regardez, c'est un thème commun à plein de comédies romantiques. Hein. Souvent, il y a un malentendu, il y a une personne qui n'en aime pas une autre parce qu'elle pense qu'elle pense certaines choses au sujet de cette personne, puis on découvre que c'est pas le cas, et puis là c'est le renversement, etc., etc. Donc il semble que l'amour, en partie, est sensible aux raisons. On peut, effectivement, il semble agir sur l'amour de quelqu'un en lui donnant des raisons dans un sens ou dans un autre. Mais du coup, s'il y a des raisons, est-ce qu'il y a des bonnes raisons? C'est la question qui vient ensuite. Donc là, on avait vu, par exemple, pour avoir peur, il y a des raisons, mais il y a aussi des bonnes raisons. On peut dire, voilà, si je vous dis, moi j'ai très, 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 très peur de ce chien, et qu'on me demande, mais pourquoi? Je dis, ce chien est très dangereux, il a déjà mangé 3 enfants et mordu 50 personnes. Là, ça paraît une bonne raison, hein, a priori. Mais si on me dit, voilà, mais pourquoi est-ce que tu as peur de ce chien? Et je leur dis, ouais, mais en fait, j'ai super peur de ce chien, il est tout petit, il n'est pas agressif, il est trop trop mignon, c'est terrifiant. Là, on va quand même se poser des questions sur mon état mental. On va dire, oui, non, c'est pas des bonnes raisons d'avoir peur. Mais est-ce que dans le cas de l'amour, on peut faire cette distinction entre d'un côté les bonnes raisons et de l'autre les mauvaises raisons? Il semble que oui, parce qu'en fait, c'est un thème aussi récurrent dans la littérature amoureuse. Si vous regardez plein de pièces de Marivaux, par exemple, le jeu de l'amour et du hasard, dans le jeu de l'amour et du hasard, il y a 2 personnes, 2 nobles, qui doivent se marier entre eux, qui doivent se rencontrer avant de se marier pour voir s'ils veulent se marier. Mais ils ont peur qu'en fait chacun a peur que l'autre ne veuille se marier avec lui ou elle que pour des raisons qui ont à voir avec le statut de noble, l'argent, des raisons d'intérêt. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils échangent leur rôle avec leur valet pour pouvoir tester l'amour de cette personne en dehors des raisons qui ont trait à leur fortune
et à leur rang social, etc. Hein, donc l'idée c'est que ici ils veulent savoir si, si l'autre personne va les aimer pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas pour des raisons qui ont un trait avec leur statut social. Un autre exemple de mauvaise raison, c'est par exemple dans la pièce l'importance d'être constant, qui est assez l'importance d'être constant. Il y a une personne qui aime une autre personne parce qu'elle est persuadée qu'elle s'appelle Constant, Ernest en anglais. Et du coup, elle dit voilà, mais si vous appeliez autrement, je pourrais pas vous aimer. Attendez, je crois que j'ai l'extrait ici. Voilà, c'est ça, c'est Algernon. Donc ça, c'est la personne dont on pense qu'elle s'appelle Constant. Algernon dit si je me prénommais Algie, vous ne pourriez pas m'aimer. Et Cécilie répond je pourrais vous respecter, Constant. Je pourrais vous admirer, mais je crains d'être incapable de vous consacrer mon attention exclusive. Donc il y a un effet un peu comique parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment une bonne raison, et ça n'a pas l'air d'être une bonne raison, d'aimer quelqu'un juste parce qu'il s'appelle Constant. Bon, désolé à Constant s'il regarde cette vidéo. Voilà. Donc, mais du coup, qu'est-ce que sont les bonnes raisons d'aimer quelqu'un versus les mauvaises raisons d'aimer quelqu'un? Alors une première raison, elle consiste à distinguer les propriétés intrinsèques d'une personne et les propriétés extrinsèques. Donc les propriétés intrinsèques d'une personne, c'est celles qui seraient conservées si on faisait un duplicat exact de cette personne. Donc imaginez, vous êtes né, je sais pas, dans le canton de Vaud le 25 octobre 1980, je sais pas quel âge vous avez, le 20 octobre 2000, on fait un duplicat de vous. Ce duplicat va partager certaines propriétés, il va avoir la même taille que vous, la même couleur d'yeux, les mêmes idées, les mêmes orientations politiques, le même goût pour la philosophie. Mais par contre, il y a certaines choses qu'il ne va pas partager avec vous. Par exemple, ce ne sera pas vrai de dire que de votre duplicat qui sera né le 19 octobre 2000 dans le canton de Vaud. Non, il sera né dans le laboratoire de production des duplicats en 2020. Hein, de la même façon, vous avez la propriété d'être le fils ou la fille de vos parents, et ben lui ne sera pas le fils ou la fille de vos parents. Ça ne sera pas une propriété qu'il partagera avec vous. Donc il y a des propriétés qui seront intrinsèques, c'est celles qu'une personne complètement identique à vous partagerait avec vous. Et les propriétés extrinsèques, c'est celles qui dépendent du contexte, mais qu'un duplicat ne partagerait pas avec vous. Et on pourrait dire, mais du coup, c'est une bonne distinction, parce qu'on pourrait dire, voilà, les propriétés intrinsèques, c'est celles-là les bonnes raisons d'aimer quelqu'un. Hein. Par exemple, pourquoi dans Marivaux, c'est pas une bonne raison d'aimer quelqu'un pour sa fortune ou son statut social, c'est qu'on peut imaginer un duplicat de cette personne, quelqu'un qui serait identique à cette personne, mais qui serait né dans un autre milieu, et qui n'aurait pas du tout la même fortune, ni le même statut social, et donc les bonnes raisons, ce seraient celles qui seraient conservées par ce duplicat, ce qui exclurait la fortune ou le statut social. Alors c'est une distinction. Alors il y a quelques contre-arguments. Par exemple, on peut dire voilà, il y a des relations extrinsèques, des propriétés extrinsèques qui ont quand même l'air d'être pertinentes ou pas pour des raisons d'aimer quelqu'un. Par exemple, dans le Cid, Roxane aime Rodrigue, mais Rodrigue pour des raisons qui ont trait à l'honneur, hein, qui est le fait que le père de Roxane a insulté le père de Rodrigue. Rodrigue est obligé de se battre en duel contre le père de Roxane et le zigouille. Et Roxane dit bon je t'aime bien, mais tu comprends que je ne peux plus t'aimer parce que tu as tué mon père. Et alors du coup il faut faire bien attention, elle lui reproche pas du tout. Elle pense pas que c'est un sale type. Elle pense qu'il a tout à fait raison d'avoir affronté son père en duel et de l'avoir tué, parce que c'est ce que le code d'honneur lui imposait. Hein. C'est pas du tout une question qu'elle pense qu'il a une mauvaise moralité ou que c'est quelqu'un de méchant, mais elle dit voilà, mais par contre, t'as tué mon père. Je t'aime beaucoup comme t'es, hein, t'as pas vraiment de défaut, mais t'as le défaut d'avoir tué mon père. Et ça, c'est une propriété extrinsèque. Hein, par exemple, on pourrait imaginer un double parfait de Rodrigue qui aurait les mêmes idées, les mêmes qualités, et lui, il aurait juste pas tué le père de Roxane. Avoir tué le père de quelqu'un, c'est une propriété extrinsèque, relationnelle. Et ça paraît être quand même une bonne forme de raison pour ne pas aimer quelqu'un. Hein, par exemple, si je dis voilà, non mais moi j'aime pas telle personne parce que c'est quelqu'un avec laquelle ma famille s'entend pas, quelqu'un qui a été désagréable envers ma famille, etc. On pourrait dire que c'est peut-être des bonnes raisons. Alors bon, après il y a des pièces de théâtre qui disent le sens inverse. Hein. Roméo et Juliette, c'est clairement l'inverse, c'est de dire c'est pas parce que nos deux familles s'opposent que nous, c'est une raison pour pas s'aimer. Mais vous voyez que c'est pas clair que la différence entre propriété intrinsèque et extrinsèque soit forcément une bonne
une bonne raison. Par exemple, on pourrait dire, ça pourrait paraître naturel de dire, voilà, moi j'aime cette personne parce que cette personne a été très bonne avec moi dans le passé, elle a été très généreuse avec moi. C'est pas le fait qu'elle soit généreuse, c'est le fait qu'elle m'ait aidé moi. Et ça, c'est encore une propriété extrinsèque. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y ait une relation entre moi et cette personne, que ça soit moi qu'elle ait aidé. Et ça encore, ça pourrait paraître une bonne raison. Donc c'est pas clair que la définition intrinsèque-extrinsèque soit bonne. Mais un autre problème, c'est que une autre idée, qui est tout aussi compliquée, c'est l'idée selon laquelle on veut être aimé pour nous-mêmes. Voilà. Les bonnes raisons, le vrai amour, c'est quand on nous aime pour nous-mêmes. Par exemple, moi, j'ai pas envie que quelqu'un m'aime juste parce que je suis tellement beau, juste pour mon physique. Ouais. Mais je veux qu'elle m'aime pour moi-même. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Il semble qu'on nous aime toujours pour certaines de nos propriétés. Par exemple, parce que, en fait, qu'est-ce que c'est nous-mêmes? Il semble que si je prends une propriété au hasard, par exemple, je sais pas, ma taille, ma couleur, mon intelligence, mon humour dévastateur, quelle que soit cette propriété, je peux la perdre et rester moi-même. Par exemple, imaginons que j'ai la propriété d'être très beau, il se pourrait que j'ai un accident qui me défigure, et du coup j'aurais perdu la propriété d'être beau, et je serais quand même toujours moi-même. Je ne serais pas mort, je ne serais pas une autre personne, je serais juste la même personne, mais en moins beau. Puis on peut faire le même exercice pour tout le monde. On peut dire, voilà, on peut imaginer que quelqu'un m'aime pour la couleur de mes yeux, mais on pourrait imaginer que j'ai une sorte d'accident chimique ou physique dans lequel je change de couleur d'yeux. Ou alors on pourrait m'aimer, je sais pas, pour mon intelligence et ma gentillesse, mais on a des exemples de cas de gens qui, après des accidents neurologiques, changent complètement de caractère. Donc il semble que quelle que soit la propriété pour laquelle on nous aime, on pourrait continuer à être nous-mêmes tout en perdant cette propriété. Donc ça pose le problème suivant, c'est on nous aime toujours pour une raison, pour une certaine propriété. Or, nos propriétés ne sont pas nous-mêmes, parce que quelle que soit la propriété, on peut imaginer que nous restons nous-mêmes tout en la perdant. Donc en fait, c'est jamais nous-mêmes que les personnes aiment. On n'est jamais aimé nous-mêmes, pour nous-mêmes. On est toujours aimé pour une propriété qui n'est pas nous-mêmes. Donc il y a un célèbre texte de Pascal dans les Pensées sur le sujet, qui est le suivant, c'est qu'est-ce que le moi? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi? Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement, et quelque qualité qui y fussent? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Donc voilà, le texte de Pascal est encore une fois très pessimiste, on se rappelle que c'est un grand bout en train. Ce qu'il dit, c'est qu'on n'aime jamais les personnes parce qu'on les aime toujours pour des raisons qui appartiennent à leur propriété. Alors la conclusion est hâtive, parce que c'est pas la même chose de dire qu'on aime toujours les personnes pour des propriétés et de dire qu'on n'aime pas la personne. On peut dire, voilà, ce qu'on aime c'est les personnes, mais on les aime pour des propriétés. On ne peut pas conclure qu'on n'aime pas les personnes elles-mêmes. Mais par contre, c'est vrai que ça commence à être difficile de dire qu'on peut aimer une personne pour elle-même. Parce que qu'est-ce que c'est que le pour elle-même si la personne est différente de toutes ses qualités? C'est juste un truc abstrait, une substance abstraite qui resterait sous tous les changements. Et donc on ne peut jamais aimer quelqu'un pour lui-même. On l'aime toujours pour certaines de ses propriétés. Et donc voilà, si on veut dire que les bonnes raisons d'aimer quelqu'un, c'est quand on aime cette personne pour elle-même, alors selon ce raisonnement, en fait, on n'aime jamais quelqu'un pour les bonnes raisons, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un pour elle-même. On l'aime toujours pour une propriété qui est distincte de cette personne. Donc, bien sûr, il y a plusieurs façons de répondre à l'argument dans lequel je ne vais pas entrer. On peut avoir une conception de la personne comme n'étant pas une substance qui reste sous tous les changements possibles, mais en disant que voilà, ce qui fait qu'une personne est une personne, c'est un ensemble de propriétés. La personne peut survivre à la perte de certaines propriétés, mais dans le cas où trop de propriétés sont perdues, on n'est plus la même personne. Et dans ce cas-là, aimer quelqu'un pour ses propriétés, c'est la même chose qu'aimer cette personne. Là, ce que suppose l'argument, c'est que la personne est quelque chose qui demeure constant sous ses propriétés. D'autres arguments en faveur de l'idée selon laquelle il n'y a pas de bonne raison d'aimer, ou en tout cas, aimer n'est pas quelque chose qui peut être rationnellement défendu sur la base de raison.
c'est donc le fait que l'être aimé perd ses qualités. Donc on en a déjà discuté, mais là c'est une autre idée, c'est reprenons le cas de la peur. Si le chien dangereux n'est plus dangereux, alors je n'ai plus raison d'avoir peur. Disons voilà, j'avais peur de ce chien, c'était rationnel parce que c'était vraiment un truc horrible. Et puis on va dire que le chien a un accident. Voilà, il se prend une camionnette dans la tête, et puis donc il a perdu ses quatre pattes, donc déjà il avance plus beaucoup. Et ensuite, le choc à la tête l'a rendu tout doux et plus du tout agressif. Donc là, j'avais raison d'avoir peur du chien, mais maintenant j'ai plus de raison d'avoir peur du chien. Donc ce qui est rationnel, c'est d'arrêter d'avoir peur du chien. Si je continue à avoir une peur panique du chien, alors que voilà, il est réduit à l'état de concombre pacifique, bah ça paraît pas très rationnel. Alors maintenant, si on transpose cet exemple à l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Imaginez que vous aimez une personne pour certaines de ses qualités, et que cette personne est victime d'un accident, qui le laisse défigurer et gravement diminuer mentalement, hein, donc il perd toutes les capacités, ou la plupart des capacités qui faisaient que vous l'aimiez. Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait tout aussi irrationnel de continuer à aimer cette personne? Alors on peut dire oui, c'est admirable de continuer à aimer cette personne, c'est courageux, etc. Mais est-ce qu'on va dire que c'est irrationnel? Parce que vraiment, si en fait ce qui donnait des bonnes raisons d'aimer la personne, c'était ces capacités-là, ça veut dire qu'une fois qu'il a eu cet accident, on n'a plus de bonnes raisons de l'aimer. Donc ça devient irrationnel de continuer à aimer cette personne. Et on pourrait dire, voilà, non, mais ça paraît bizarre, on va quand même pas dire que c'est irrationnel de continuer à aimer une personne parce qu'elle a eu ce genre d'accident. Alors bon, peut-être que c'est parce qu'on est trop bon sentiment, peut-être qu'en fait c'est irrationnel, mais on veut pas se le dire. Mais disons que ça pose déjà un problème. La deuxième expérience de pensée, celle qu'on va appeler l'expérience de pensée de la version augmentée ou de la version améliorée, c'est imaginons que j'ai peur du chien A qui est déjà assez dangereux, mais qui a aussi un autre chien B qui est à peu près comme le chien A, mais en encore plus dangereux. On va dire que c'est exactement le même chien, il est tout aussi agressif, il est de la même espèce, il a tout autant de dents, mais il est juste un peu plus gros et un peu plus rapide. Mais j'ai peur du chien A et pas du chien B. On va dire, c'est pas vraiment rationnel. Pourquoi avoir peur du chien A alors que le B est tout aussi agressif, tout aussi méchant, et il est un petit peu plus gros et un petit peu plus rapide. Il est encore plus dangereux, quoi. Donc c'est irrationnel d'avoir peur du chien A et pas du chien B, qui a les mêmes propriétés que le chien A, en pire. Alors, maintenant, imaginez l'expérience suivante. J'aime une personne A, et voilà, je suis amoureux de la personne A, et il y a une personne B qui arrive, et la personne B, elle est exactement comme la personne A, elle a les mêmes qualités, sauf qu'elle a une petite qualité supplémentaire. Alors, je sais pas, la personne A était très belle, intelligente, etc., etc., mais la personne B a un petit don supplémentaire. Je sais pas, peut-être qu'elle est fan de Star Wars en plus, alors que la personne A était que fan de Star Trek. Et donc forcément, la personne B est la même chose, mais en mieux. Est-ce que, du coup, il faudrait dire que si je continue à être amoureux de la personne A, alors qu'il y a la personne B qui est là, je suis irrationnel? Ça a l'air d'être quelque chose qu'il faudrait dire, par exemple. Parce que ce qui rend rationnel pour mon amour pour la personne A, c'est ses qualités, et que la personne B a les mêmes qualités, mais une qualité en plus, alors il semble que la chose rationnelle, ce serait d'aimer la personne B maintenant. Voilà. Mais là encore, on a l'impression que ce serait un peu étrange de se dire, voilà, c'est complètement irrationnel d'aimer une personne alors qu'il y a une autre personne mieux à côté. Surtout que en général, parce que en plus, ce qu'on pourrait se dire, c'est que en général, appliquer l'humanité, ça voudrait dire que la plupart des personnes en fait sont irrationnelles, parce que pour la plupart des personnes, on peut trouver des personnes qui sont meilleures, qui ont plus de qualité. Mais bon, la plupart des personnes ont des personnes qui sont amoureuses d'elles, donc ça veut dire que la plupart des histoires d'amour de l'humanité sont irrationnelles. Et ça paraît étrange, on n'a pas envie de dire que c'est complètement irrationnel. On n'a pas envie de dire que la rationalité nous requerrait d'aimer l'autre personne. Voilà. Alors quelles sont les solutions à ces expériences de pensée? Alors, une première solution, c'est d'accepter qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'aimer. On aime, c'est tout, et puis l'amour, c'est beau en soi, ça donne du sens à la vie, et ça, c'est la thèse de Frankfurt. L'amour est irrationnel. Une autre solution, c'est de réduire les raisons d'aimer à leur plus petit dénominateur commun. Alors, par exemple, le philosophe Vellman, qui est un philosophe contemporain, dit, voilà, en fait, la seule bonne raison d'aimer quelqu'un, c'est le fait que cette personne soit un agent rationnel et autonome. Hein. Donc, une personne au sens kantien du terme. Donc, du coup, même si une personne est passée par un accident tragique de voiture, est défigurée et a perdu ses capacités intellectuelles, tant qu'elle a son statut d'agent rationnel et autonome, il y a une raison suffisante pour l'aimer.
Et du coup, dans le cas du clone, hein, comme la seule bonne raison d'aimer, c'est le statut d'agent rationnel et autonome, et que la version originale et la version augmentée sont tous les deux des statuts des agents rationnels et autonomes, il n'y a pas de raison de changer l'objet de son amour. Bon, la question, c'est que c'est vraiment une forme de conception de l'amour qui est hyper épurée, quoi. Vraiment, ce que vous aimez chez une personne, c'est ce qui la rend identique à toute l'humanité. Ce qui n'a pas l'air vraiment très intuitif sur nos conceptions de l'amour. Et surtout, vous imaginez que si la personne à qui vous aimez vous demande « Mais alors pourquoi tu m'aimes ?» et que vous répondez « Ah, mais mon chéri, ma chérie, c'est parce que tu es un agent rationnel et autonome », je suis pas bien sûr que ce soit le meilleur compliment du monde. Une autre gamme de théories qui est assez en vogue, c'est-à-dire que les raisons d'aimer peuvent intégrer des raisons extrinsèques et surtout des raisons historiques, comme l'existence d'une relation entre deux personnes. Donc ce que proposent ces philosophes, dont l'un des plus célèbres s'appelle Kolodny, mais aussi il y a Christopher Grau, dont je vous ai donné un texte à lire pour la séance d'aujourd'hui. Ce que disent ces philosophes, c'est qu'au début, dans les premières phases de l'amour, les raisons d'amour se limitent aux propriétés de l'agent. Hein, c'est-à-dire que vous aimez une personne parce qu'elle est belle, intelligente, douée, tout ce que vous voulez. Voilà. Vous aimez cette personne pour ces raisons-là, et vous allez rationaliser votre amour pour ces raisons-là. Mais quand se tisse une relation amoureuse entre deux personnes, l'existence de cette relation entre les deux personnes devient elle-même une raison d'aimer. Donc l'idée, c'est que si vous aimez une personne pour certaines raisons, que vous avez une relation qui dure plusieurs années avec cette personne, et que cette personne se retrouve dans le cas de l'accident qu'on a décrit, et bien même si elle a perdu des propriétés comme la beauté, l'intelligence, les capacités intellectuelles, il reste le fait que vous avez une relation amoureuse qui s'est tissée entre vous, et cette relation fournit une raison de continuer à aimer cette personne. C'est rationnel d'aimer cette personne parce que vous avez comme raison qu'il existe cette relation entre vous et qu'elle mérite d'être conservée, cette relation amoureuse entre vous, qu'elle mérite d'être conservée. De la même façon, dans le cas de la personne qui est la même mais juste en un peu mieux, l'idée c'est que cette personne, elle est peut-être le sosie exact de la personne que vous aimez pour l'instant, avec un petit plus, mais il manque quelque chose à cette personne, c'est l'existence de cette relation entre vous et la personne que vous aimez, qui a un poids énorme dans la balance, et qui fait que la personne que vous aimez, vous avez toujours plus de raisons d'aimer cette personne que son sosie un petit peu amélioré. Donc, cette théorie, elle fait des prédictions dont je ne suis pas complètement sûr. Hein. Ça veut dire que, par exemple, l'idée sur laquelle vous êtes amoureux d'une personne, et en fait, ce qui est rationnel, c'est d'aimer une personne qui est un peu mieux, ou ce qui est rationnel, c'est d'arrêter d'aimer cette personne si elle perd les propriétés pour lesquelles vous l'aimez, ça va dépendre de la durée et de l'existence d'une relation entre les deux personnes. C'est-à-dire que si vous êtes amoureux d'une personne que depuis 10-15 jours, alors c'est tout à fait normal et rationnel de shifter et d'aimer une autre personne qui est juste la même, en juste un petit peu mieux, ou d'arrêter d'aimer cette personne parce qu'elle a un accident qui lui fait perdre ses propriétés, mais par contre ça devient moins rationnel au fur et à mesure que vous développez une relation avec elle. Alors un autre problème de ces théories quand même, c'est que on a l'impression que dans ce cas-là, ce qu'on aime, c'est pas tant la personne que la relation entre les deux. On voit pas comment l'existence d'une relation donne une raison d'aimer la personne elle-même. Hein, un argument en faveur de ça, c'est de dire, voilà, si la personne avec laquelle vous êtes en couple, par exemple, vous dit « mais pourquoi tu m'aimes ?» et que vous lui répondez « ah ben c'est parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble », je suis pas sûr que ça lui fasse très plaisir. Alors, en tant que philosophe expérimental, j'ai essayé de mon côté, puis je peux vous jurer que, du coup, sur mon échantillon très restreint, ça a été pas un grand succès. Donc voilà, on pourrait dire que ça ne semble pas une bonne raison d'aimer quelqu'un. En tout cas, c'est pas une raison qui fait plaisir à entendre. Donc voilà, on va arrêter là le cours. Donc c'était un petit panorama de la philosophie de l'amour, donc il y a encore plein de questions à traiter. Comme je vous ai dit, vous pouvez regarder les livres pour les autres types de raisons. Et alors, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de ce cours ? La conclusion que j'aimerais vous dire, c'est que si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous lui demandez jamais « pourquoi tu m'aimes ?» Parce que clairement, si même des philosophes qui travaillent dessus depuis des années n'ont pas réussi à trouver comment on pouvait répondre à la question, il ne va pas réussir à trouver en 5 minutes. Donc ayez pitié de lui ou d'elle et laissez-la tranquille. Voilà. La semaine prochaine, on se verra pour parler de l'art ce coup-ci. Je vous enverrai les textes très bientôt. Bonne semaine.